Il m'a fait condamner à 9 ans de prison et j'ai dû payer 40 millions de dinars d'amende. Voilà pourquoi j'avais de la rancune contre eux. Mais les Irakiens ont beau s'acharner sur le socle de la statue, à ce rythme-là, ils ne sont pas près de la battre. C'est alors que le colonel McCoy sort de l'hôtel et intervient. Il a dit « Ok, on y va maintenant, donnez-leur un coup de main ». Il y avait beaucoup de journalistes et ça leur est fichu mal s'ils n'étaient pas arrivés à descendre cette statue de Saddam. C'était un symbole de son pouvoir sur eux. Et le capitaine lui dit « Colonel, je croyais qu'on ne devait plus abattre les statues ». Et McCoy lui répond « Capitaine, aujourd'hui c'est un jour spécial, abattez-moi cette statue ». Et McCoy comprend qu'il est en train de faire l'histoire au fil du temps, au fil des heures. Et c'est très clair. On ne voulait pas qu'ils échouent à abattre cette statue. Comme ils n'avaient pas pu mettre la main sur Saddam lui-même, peut-être qu'ils pouvaient au moins faire tomber sa statue. Ce n'était pas calculé, on voulait vraiment les aider. McCoy ordonne alors qu'un blindé équipé d'une grue s'approche de la statue. Au sommet de celle-ci, c'est Edward Chin qui est chargé d'attacher le câble d'acier. Et personne ne sait que sous son treillis, il dissimule un drapeau à la bannière étoilée. J'avais assez peur en fait. Je n'avais pas réalisé à quel point la statue était grande. Et je constituais une excellente cible pour un sniper. Je suis monté là-haut, j'ai mis la chaîne autour du cou de la statue, puis j'ai sorti le drapeau. La statue était énorme. Et je me suis demandé comment j'allais faire avec ce drapeau. Et à ce moment-là, un coup de vent l'a plaqué sur la tête de la statue. Je me suis dit, ok, ça va le faire. Ce drapeau américain appartenait au lieutenant Bill Lofton. Il était en poste au Pentagone quand le bâtiment a été touché lors des attentats du 11 septembre. Le drapeau était dans un des bureaux en flammes. Il l'a sorti de là et il l'a emporté en Irak. Et l'a gardé tout le temps où nous étions là-bas. On sent qu'il y a cette espèce d'état d'esprit particulier aux Américains de cette époque-là et sans doute encore plus aux militaires, c'est-à-dire c'est post-11 septembre, on s'en va venger l'Amérique, on s'en va choper le méchant, on fait quelque chose contre ce qui s'est passé. Mais cette histoire-là n'est pas celle du peuple irakien. Même les plus farouches opposants au régime savent que Saddam n'est pas responsable des attentats du 11 septembre. Les applaudissements cèdent alors la place au sifflet. Un soldat américain est monté mettre le drapeau américain sur la statue. Et cela, je ne l'ai pas accepté. Nous n'étions pas heureux de la présence des Américains. Même si nous avons un principe qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, nous voulions la chute de Saddam, mais pas la présence américaine. Nous avons enlevé le drapeau américain et mis à sa place le drapeau irakien sur la tête de la statue. Non, je ne l'enlève pas parce que quelqu'un me le demande. Je l'enlève parce que je savais qu'on allait abattre cette statue et je ne voulais pas que le drapeau tombe avec elle. On avait là en germe tous les troubles, toutes les incompréhensions, toutes les erreurs graves qui ont dressé toute une population contre une force qui n'est devenue plus qu'une force d'occupation et qui a fait l'unanimité contre elle. Américains et Irakiens ont fait connaissance depuis moins d'une heure et déjà la tension monte. Pourtant, les images de la scène que vont reprendre les télés du monde entier ne laissent pas transparaître les premiers signes d'incompréhension, bien au contraire. Ils abattent la statue, c'est formidable. Vous voyez, il y a toutes les caméras, il y a la télévision, il y a des Irakiens qui dansent, qui chantent, et on aide, entre guillemets, le peuple irakien au geste ô combien symbolique à se débarrasser de la statue de Saddam Hussein. Et ce 9 avril à 18h30, voilà ce que l'on peut voir en direct sur les télévisions de la planète. La statue de Saddam qui s'écroule, tirée par un câble américain, devant une foule d'Irakiens en liesse. Comme si la ville entière était venue célébrer l'arrivée des libérateurs
et la chute du tyran. Il faut bien comprendre que les 5 millions de Baghdadis sont restés chez eux, qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout l'euphorie dans la rue. Ils ont compris qu'on tirait sur les civils. Les images qui arrivaient à Paris, Washington et Londres étaient cadrées de telle façon que l'impression était clairement donnée qu'il s'agissait d'un mouvement populaire et spontané. Mais il n'en demeure pas moins, c'était une manipulation. Moi, j'ai pas fait la photo de la statue qui tombe. Enfin, j'étais écœuré. Mais pour le colonel McCoy et l'état-major américain, c'est l'image parfaite, celle qui les fera entrer dans l'histoire. Elle représente la dictature abattue, le peuple libéré et qui exulte grâce aux Américains. C'est une image dont les télés et le monde auraient du mal à se passer. Ça marche très bien. Ça marche très bien, ça marche qu'un temps. Et d'ailleurs, la suite laisse déjà deviner le désordre naissant. Il y a des gens qui en veulent à Saddam et qui ensuite vont prendre la tête en bronze, la crever, la percer, enfin s'acharner sur cette île. En tapant sur la statue, nous tapions sur l'injustice, sur la faim et sur le tyran. On passe d'un régime dictatorial absolu à liberté très restreinte au chaos. Et tout ça bascule en très peu de temps. Et à la fin de cette journée, il ne restera rien de la statue de Saddam Hussein. J'ai entendu dire que le corps de la statue a été vendu à des forgerons, qui l'ont ensuite fait fondre. Un type qui s'appelait Abbas et qui venait du quartier a récupéré la tête de la statue pour la revendre à un collectionneur. Plus tard, il a été assassiné. Je n'ai pas pu ramener un morceau de statue avec moi. L'armée nous interdisait d'emporter des souvenirs. C'est une question d'image. On a fait de notre mieux pour paraître, pour être honorable. C'est une question d'honneur. Au soir du 9 avril 2003, les Américains ont enfin pu rendre leur victoire visible. Une simple statue leur a permis de symboliser la chute du dictateur. Mais le vrai Saddam, lui, court toujours. Mais où est donc passé Saddam Hussein? Le régime est à l'agonie, mais le symbole d'une statue ne peut suffire. Les ordres de Washington sont clairs, il faut capturer le dictateur. Sa tête est alors mise à prix. Souvenez-vous, c'est l'époque d'un jeu de cartes où la carte maîtresse porte l'image du dictateur irakien. Une récompense de 25 millions de dollars est même promise à celui qui permettra sa capture. Cela fait maintenant 1 mois que la statue est tombée au cœur de Bagdad. Et les Américains n'ont toujours aucune trace de Saddam Hussein. 1 mois, c'est long. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il est bel et bien vivant et que depuis sa cache, il coordonne toujours les poches de résistance. Les éléments qui sont à notre disposition laissent à penser qu'il quitte Bagdad au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'arrivée des Américains. Il a organisé une rencontre avec des ministres et des membres du comité de la Révolution, quelque part dans la périphérie de Bagdad. Et il leur a dit, on tourne maintenant la 2e page de la guerre. La résistance commence. Tout était planifié, chacun connaissait l'emplacement et le contenu de sa mission, et chacun l'a rempli. Pour prendre les choses en main, le 12 mai 2003, un diplomate américain arrive à Bagdad. Il s'appelle Paul Bremer. C'est le nouveau proconsul d'Irak nommé directement par George Bush.
Il est chargé de maintenir l'autorité dans le pays en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement irakien. Mais sa mission prioritaire est bien sûr de trouver Saddam Hussein. C'était vraiment une priorité pour les militaires de la coalition, avant même que j'arrive. Dès le 9 avril, quand Bagdad est tombé, ils ont commencé à le chercher. C'était une priorité depuis le début. La chasse à l'homme a commencé. Les Américains fouillent alors Bagdad de fond en comble. Tous les quartiers sont passés au crible, les arrestations aléatoires se multiplient. En ligne de mire, les anciens hauts dignitaires du régime qui sont entrés dans la clandestinité. La stratégie militaire consistait à tenter de capturer quelques-uns des principaux lieutenants de Saddam, en supposant que eux savaient où se trouvait Saddam. Et nous avons effectivement capturé un nombre important de ces hauts responsables. Les Américains fouillaient l'Irak dans tous les sens, nuit et jour, en s'aidant des satellites et des troupes au sol. Et rapidement, les recherches s'orientent vers le nord du pays, dans la région natale de Saddam Hussein. Tous les villages étaient infiltrés. Il n'était pas difficile pour les Américains de se douter qu'il aurait une meilleure couverture dans son fief natal et qu'il suffisait de faire de la surveillance précise et au millimètre près. Au mois de juillet, l'étau se resserre. Près de Mossoul, deux personnages clés de l'ancien régime sont repérés, Oudaï et Koussaï, les deux fils de Saddam Hussein. Retranchés dans 7 maisons, appartenant à un dirigeant local, ils n'ont pas l'intention de se laisser prendre. On leur a demandé 3 fois de se rendre et en réponse, ils ont ouvert le feu sur nos troupes présentes à Mossoul, blessant plusieurs soldats américains. Ils étaient ensemble et ils ont combattu les 400 soldats qui les assiégeaient pendant de longues heures. C'étaient des héros. Les militaires ont donc pris la décision de les abattre. Saddam Hussein avait donné comme consigne à ses fils d'éviter de rester ensemble. Ils ne l'ont pas écouté. Mais lorsque l'ancien président fugitif apprend les circonstances de leur mort, il ne retient que leur bravoure au combat. À cette époque, le président séjournait depuis quelques jours dans une modeste maison. Le propriétaire, un vieil homme, est venu lui annoncer que son fils Oudaï avait été tué. Saddam a dit « Je remercie Dieu ». L'homme a rajouté « Koussaï a aussi été tué ». Même réponse, merci Dieu. Il était fier que ses fils et son petit-fils soient morts en défendant leur pays. Après 2 mois de traque, la plupart des anciens membres du régime ont été tués ou arrêtés. Mais aucun d'entre eux n'a livré d'informations sur la carte principale du jeu, Saddam Hussein. Alors on a changé de stratégie. Et on a commencé à traquer les petites gens, les jardiniers, les cuisiniers, tous ceux qui travaillaient dans les différents palais de Saddam. Notre théorie, c'est que eux savaient peut-être où il se trouvait. Et les arrestations reprennent de plus belle, jusqu'au jour où les soldats américains interceptent un employé de maison au service de l'ancien dictateur. C'était un serviteur de Saddam. Saddam possédait 55 palais, il avait par conséquent beaucoup de gens à son service. Et il s'est avéré que cet homme savait où Saddam se cachait. Durant l'interrogatoire, le prisonnier indique que Saddam Hussein était il y a moins d'une semaine dans un village proche de Tikrit, sa ville natale. Il nous a dit « Je peux vous mener à quelqu'un de beaucoup plus intéressant que moi ». Et il a guidé des membres des forces américaines vers une ferme. Pour brouiller les pistes, l'ancien dictateur change régulièrement de cache. Mais en ce mois de décembre 2003, il va commettre une erreur. Il rentrait d'une longue semaine de voyage avec la résistance. Il était particulièrement fatigué. Quand son chauffeur lui a demandé
Où allons-nous, Monsieur le Président ? Il lui a répondu,